sur France Inter. Il est 7h20, bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Nicolas. Mathieu, ce matin dans l'édito carré, la France toujours à la traîne pour le photovoltaïque, mais peut-être plus pour très longtemps. Et c'est mon confrère Bruno Cotte dans l'Express qui explique que partout dans le monde, l'énergie solaire est promise à un avenir radieux, mais qu'elle peine donc encore à prendre son essor dans notre pays. Fin octobre, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, tablait sur une croissance mondiale stratosphérique du renouvelable, plus 50% d'ici 2024, avec une augmentation de 60% rien que pour le photovoltaïque. Le roi soleil va donc vraiment régner en maître. Actuellement, c'est la Chine, les États-Unis et le Japon qui sont les plus gros producteurs d'énergie solaire, mais en France, la production représente moins de 2%, un chiffre vraiment ridicule. Et comment expliquer alors la situation ? Alors Bruno Cotte justement raconte que la part du nucléaire dans notre pays, qui représente 77% de l'électricité produite, a été le premier obstacle au développement du photovoltaïque, mais l'État français également pendant des années multiplié les erreurs, selon Marc Gédilska, le directeur de l'association ESPUL, spécialisée dans les énergies renouvelables, notamment avec une politique paradoxale de soutien sous la forme de rachat de cette électricité par les fournisseurs d'énergie qui a fait le yo-yo dans les années 2000, alors que le coût du photovoltaïque ne cessait de baisser. L'autre responsable serait Enedis, qui gère le réseau d'électricité en France et qui aurait longtemps fait preuve de mauvaise volonté pour raccorder les nouvelles installations. Résultat, selon un rapport de la Cour des comptes d'avril 2018, faute d'une stratégie claire et de dispositifs de soutien stable et cohérents, l'industrie française n'a pas profité de l'essor des énergies renouvelables. Mais donc les choses sont en train de changer. Oui, puisque l'objectif pour la France est de porter la part de ces énergies de 22 à 32% de la consommation brute en 2030. Et concernant le photovoltaïque, les signaux sont plutôt au vert, avec d'abord les installations individuelles qui se multiplient. L'autoconsommation devrait exploser, raconte l'Express, car le solaire est plébiscité par les foyers et correspond aux aspirations de la société. Une énergie citoyenne et solidaire pour André Joffre du syndicat des professionnels Enerplan. La production locale de sa propre électricité permet par exemple de placer des panneaux sur les toits d'un immeuble pour l'ensemble de la copropriété. Et puis enfin, il existe d'immenses possibilités sur les toitures, chaque toit pouvant potentiellement accueillir des cellules photovoltaïques. Selon l'ADEME, le gisement sur les toitures françaises représente 360 000 hectares pour 350 gigawatts. Si l'on ajoute les terrains libres au sol, les parkings, les bâtiments publics, ceux de l'armée, les toits des entrepôts et des supermarchés, on pourrait atteindre, Nicolas, 775 gigawatts, et même les friches représentent un énorme filon pour développer le photovoltaïque. Reste à produire des cellules à des coûts acceptables, la plupart des panneaux étant actuellement d'origine chinoise. Voilà, le photovoltaïque, ce sera l'un des sujets cet après-midi de la Terre au carré. Merci Mathieu. La Terre au carré. Mathieu Vidard. Bonjour Bruno Cotte. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste et vous dirigez le service Sciences à l'Express et vous publiez aujourd'hui un article plein feu sur le photovoltaïque qui explique pourquoi cette énergie a du mal à décoller en France. Est-ce qu'il y aurait une exception française autour du photovoltaïque ? Alors pour être franc avec vous, pour faire un peu de making-of, je suis parti sur un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti il y a quelques semaines et qui tablait effectivement sur des chiffres assez impressionnants en matière d'énergie renouvelable, plus 50% d'ici 2024. 2024, c'est plus que demain. Hein. Donc un développement fulgurant. Ça va être un développement fulgurant. Et puis à côté, je le savais, comme vous le savez sans doute aussi, ce que représente le photovoltaïque chez nous, à savoir moins de 3, voire moins de 2% de la production d'énergie. Donc là, je me suis dit, effectivement, il y a un vrai problème. Voilà, il y a beaucoup de choses historiques qui expliquent cela. Le rôle de l'État, le fait surtout qu'on se trouve dans un pays, alors on va pas jouer les pros ou les anti-nucléaires, hein, mais le fait c'est ça, on est dans un pays où on a quand même 70 ou 77% d'énergie produite grâce au nucléaire, qui est une énergie décarbonée. Donc pendant des décennies, finalement, on s'est dit on va pas beaucoup encourager les énergies renouvelables. Alors ce constat, on le fait avec le photovoltaïque là, mais on le fait aussi avec l'éolien. Hein. Je peux juste dire que il y a des milliers d'éoliennes en mer en Grande-Bretagne par exemple. Et chez nous, il n'y en a pas une. Oui, alors qu'on a des belles côtes quand même aussi. Voilà. Hein. Donc cette espèce et du vent. Donc cette espèce de gap, il est quand même un peu hallucinant. Et voilà. Donc c'est un état de fait. C'est un état de fait qui a duré depuis des années. Et on le voit par ce genre de rapport, celui de l'AIE. Les choses vont changer et les choses commencent un peu à changer
en France, heureusement. Et l'idée un peu de cet article, c'était ça, c'était de se dire que voilà, on est en 2020 et en gros, il y a une espèce d'accélération qui va se faire dans les 4-5 prochaines années. Donc on va embarquer en France quand même dans le photovoltaïque véritablement ou pas? Oui, pour moi, il y a j'allais dire historiquement, il y a une espèce de tournant qui se fait en 2018 où il faut remonter à la révision de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, qui met un objectif. Cet objectif, c'est de dire bon, il faut qu'on dénucléarise un petit peu ce pays et on se lance dans ce qu'on appelle un mix énergétique avec l'ambition de porter la part des énergies renouvelables de 22 à 32%. Ouais. C'est des chiffres, mais c'est énorme. Mais ça, c'est pour très bientôt. Hein. Et c'est pour la décennie qui vient. Ouais. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en valeur. C'est que les choses, elles sont en train de se faire et elles vont vraiment se faire très très vite. Ça a des conséquences. Alors juste sur le solaire. Lorsqu'on inscrit ce genre de phrase dans la PPE, pour le solaire, ça veut tout simplement dire qu'il faut multiplier le parc solaire par 5 dans la prochaine décennie. On est à 8,3% de puissance installée, 8,9 je crois, de puissance installée, on va passer les 9 là en fin d'année. Et ben, il faudra qu'en 2023, on soit à 20 et en 2028, on soit à 40. Ça veut dire quoi ? On change d'échelle de façon colossale. Ça veut dire qu'on va voir pousser des panneaux solaires sur tous les toits ou il y a des bâtiments plus particuliers qui pourraient être concernés ? Alors, le rêve de la ferme solaire telle qu'on peut en voir, je sais pas moi, au Maroc ou en Israël, sur aux Émirats Arabes Unis, sur des centaines de milliers d'hectares. Je crois qu'on va avoir un petit peu de mal en France pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de foncier. Alors on les met où ? Et alors, c'est pas des fermes, mais tous les interlocuteurs que j'ai eus, ils disent que il y a des toits. Avant de réfléchir à ça, voilà, il y a des choses à faire et ça s'appelle les toits. En termes de toiture, on est dans un pays où le potentiel est absolument extraordinaire. Donc voilà. On arrive à l'évaluer d'ailleurs concrètement. L'ADEME donne des chiffres là-dessus sur le nombre d'hectares que ça pourrait concerner d'utiliser tous les toits en photovoltaïque. L'ADEME donne des chiffres, parle d'un gisement qui est juste. Alors voilà, c'est juste sur les toitures qui sont au-dessus de nos têtes et qui nous servent à nous protéger de la pluie. Donc les parkings, les bâtiments publics, les supermarchés. Si on mettait des panneaux dessus, c'est 360 000 hectares, c'est-à-dire une puissance de 350 gigawatts. Et si vous l'élargissez effectivement aux supermarchés, à beaucoup d'organismes privés, si je puis dire, les entrepôts par exemple, qui sont très grands et qui prennent beaucoup de surface, on arrive à un potentiel de 775 gigawatts. On est à 9 gigawatts aujourd'hui. Donc voilà, si on se lance déjà rien là-dedans, on va gagner beaucoup. Alors on va parler des particuliers dans un instant, il y a d'ailleurs des questions d'auditeurs. Je voudrais juste qu'on parte sur le Larzac un instant, où se développe justement du photovoltaïque sur les terres. Des terres caillouteuses et boisées, en plein cœur du Larzac, peut-être bientôt recouvertes de 30 000 panneaux photovoltaïques. Une centrale solaire, à l'image de celle de Cestas, en Gironde, mais quasiment 2 fois plus grande. Éric Saint-Cierge est le propriétaire de ce terrain, aujourd'hui voué uniquement à la chasse. Les panneaux seront installés dans toute la descente là, jusqu'en bas du bas-fond. Une société va lui louer ses terres pour y produire de l'électricité et du gaz vert. C'est un projet qui m'a séduit parce que je suis conscient qu'il faut de l'énergie renouvelable et que nous n'avons pas le choix. Produire de l'énergie renouvelable dans le Larzac au lieu de l'écologie, un pari gagné d'avance? Pas tout à fait. Figure de la lutte écologiste dans la région, José Bové dénonce lui le gigantisme du projet et l'artificialisation des sols. Pas du tout. Dans la partie nord du Larzac, on a déjà des dizaines de toitures photovoltaïques sur des bâtiments agricoles. Et donc c'est cela que nous voulons développer. Mais les terres ont vocation à l'élevage. Voilà, Bruno Cotte, c'était en avril dernier dans le journal de 20h de France 2. Une réaction, le cas du Larzac, par exemple. Sur le Larzac, alors juste de mémoire, mais peut-être que je peux défaillir. Je crois que c'est le projet le plus emblématique en termes d'hectares de panneaux à poser. Donc c'est pour ça qu'il fait beaucoup de bruit. Après, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de bruit parce que c'est une terre historique, le Larzac, de cette contestation-là. Que dire ? 2 choses. La première, c'est que il faut différencier effectivement les terres
agricoles utilisables. Alors là, j'ai pas le détail. Est-ce que ces terres sont utilisables, je sais pas, pour l'élevage ou pas? La FNSEA estime, elle, qu'il y a des centaines il y a 50 000, à 100 000 hectares de terres non exploitables en termes agricoles qui peuvent être utilisées. Donc voilà, là encore, utilisons ce qui est utilisable tout de suite et voyons après pour le reste. L'énergie photovoltaïque, aujourd'hui, elle est utilisée majoritairement, le peu qu'il y a, par les particuliers ou par les industriels? Elle rentre directement, si je puis dire, dans le réseau électrique, donc particulier comme industriel. Et justement, elle est plébiscitée par plutôt les particuliers. Elle est plébiscitée par les particuliers parce que, alors là, on arrive à une espèce de conjonction purement sociétale qui est que c'est l'idée on veut consommer local, alors on veut consommer des légumes locaux, on voudrait consommer aussi de l'électricité locale, c'est-à-dire de l'électricité qu'on produirait près de chez soi ou à côté de chez soi. Donc il y a cette espèce de mouvement qui se développe où ça commence à être plébiscité par les particuliers. Ouais, Julien nous dit l'autoconsommation photovoltaïque, c'est un potentiel de développement immense, sous-développé en France, surtout justement pour les particuliers. Exactement. Les chiffres qu'on me donnait, moi, c'est 80. Ce qui va être posé en système photovoltaïque là, dans l'année prochaine, 80%, c'est de l'autoconsommation. Donc effectivement, oui. Mais après, il faut faciliter ça. Ouais. Dossier passionnant en tous les cas. On y consacrera plus de temps prochainement sur le dossier de la Terre au carré. Merci beaucoup Bruno Cotte. C'est donc à lire dans l'Express à partir d'aujourd'hui dans le print. Et vous êtes, je le signale, notre partenaire autour de cette conférence qui aura lieu demain donc notre soir. planète. Ce sera à partir de 20h en direct de la Maison de la Radio ou dans l'une des 150 salles de cinéma près de chez vous. Comment changer justement pour amorcer la transition écologique? Ce sera le thème demain soir, donc avec Hubert Reeves, Cynthia Fleury, Valérie Cabanès et Aurélien Barraud. Attention, cette conférence n'est pas diffusée sur l'antenne de France Inter. Ça se passe uniquement au Studio 104 et dans les salles de cinéma. Donc si vous souhaitez nous suivre, eh bien, vous pouvez réserver les dernières places disponibles en allant sur franceinter.fr et en trouvant donc une salle de ciné près de chez vous. À demain. Merci Camille. À demain.